Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le mercredi 20 mai 2020. Bienvenue dans À l'air libre. Salut Mathieu, tu as déjà quitté le bureau. Où es-tu? Que fais-tu? Bonjour Valentine, je suis dans la rue de Rivoli à Paris, au centre de Paris, une rue désormais interdite aux voitures particulières. Il y a une extension des pistes cyclables dans certaines villes françaises après la crise du Covid. Cela va-t-il durer? La crise sanitaire va-t-elle transformer la ville? On en parlera avec nos invités dans la deuxième partie. À tout à l'heure. Dans la première partie, avant de parler du Covid, les révélations de Mediapart sur le secrétaire d'État Olivier Dussopt. Selon nos infos, il a accepté des cadeaux d'une entreprise qui était en affaire avec la ville dont il était maire. Ensuite, on parlera des masques encore et toujours et leur mauvaise gestion par l'État. Cette fois, ce sont des soignants qui saisissent le Conseil d'État pour carence de l'exécutif dans l'approvisionnement de FFP2, les masques qui protègent le plus. Direction ensuite l'Italie, où le déconfinement est passé à la vitesse supérieure et où 500 000 travailleurs agricoles sans papier ont été régularisés pour assurer les récoltes. Musique enfin avec l'Orchestre national d'Île-de-France qui joue les Noces de Figaro. Et puis je vous rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire: alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, covid@mediapart.fr pour vos infos et documents d'intérêt général. À l'air libre numéro 45, c'est parti. On commence donc par les révélations de Mediapart sur Olivier Dussopt, secrétaire d'État rattaché au ministre des Comptes publics à Bercy, où il a la charge de la fonction publique. Marine Turki, bonjour. Tu es journaliste au service enquête de Mediapart et tu signes avec Antoine Rouget et Fabrice Arfi l'art des affaires du ministre Dussopt. Alors je résume. Avant d'être au gouvernement, Olivier Dussopt était député et maire d'Annonay en Ardèche. En 2017, il reçoit en cadeau des œuvres du peintre Gérard Garouste. Problème, le cadeau est fait par une entreprise qui a des contrats avec la ville dont il est maire. Marine, pourquoi ce peintre? Quel est le lien avec Olivier Dussopt, pour commencer? Alors Olivier Dussopt est un vrai amateur de Garouste, hein. On a retrouvé beaucoup de publications sur les réseaux sociaux, la trace d'un déjeuner avec Garouste, de vernissage. Il avait déjà, beaucoup apprécié ses œuvres et d'ailleurs on a trouvé une photo en 2015 de l'une des œuvres qu'il allait, plus tard, acquérir, Olivier Dussopt, et puis en 2017, l'autre œuvre qu'il a pu obtenir, il l'a aussi postée sur Twitter. Donc c'est un vrai amateur et je crois que le groupe la SOR justement, a su jouer sur cette corde sentimentale en lui offrant, ses œuvres par le biais de ses dirigeants locaux qui lui ont remis fin janvier 2017. Ils ont clairement joué sur cette corde sentimentale. Il faut savoir que Garouste est aussi très en vue chez un grand nombre de socialistes. Il est assez intégré dans le milieu politique. D'accord, on pourrait dire que c'est un peu le peintre de gauche. L'entreprise dont tu parles, donc la SOR, c'est le leader de l'eau en France, numéro 3 français après Veolia et Suez. Et c'est, j'ai envie de dire, pas un hasard si c'est la SOR qui offre ses peintures à Olivier Dussopt, parce que c'est une entreprise qu'Olivier Dussopt n'hésite pas à promouvoir. Alors effectivement, il y a eu plusieurs marchés au fil des années, entre l'Assor et la ville, de Olivier Dussopt, hein, puisqu'on parle de l'époque 2017 où il était maire et député d'Annonay, c'est en Ardèche, c'est la ville où il est né. C'est une longue histoire entre la ville, et l'Assor, mais c'est vrai qu'Olivier Dussopt, dans un premier temps, est passé en régie publique en 2009, mais en fait, il a sous-traité tout le marché, toute l'exploitation, pardon, de la gestion de l'eau dans sa ville à l'Assor. Mais, le basculement, il est important pour notre enquête, c'est en janvier 2017, début janvier 2017, Olivier Dussopt annonce un nouveau partenariat industriel avec la SOR, un partenariat important. Il s'agit d'installer une micro-turbine hydroélectrique. Il l'annonce sur les réseaux sociaux, il va y avoir beaucoup de visites. Et puis quelques jours après, Olivier Dussopt va se voir offrir ces fameux 2 tableaux de Gérard Garouste. Ce sont des lithographies qu'il appréciait beaucoup, comme je disais tout à l'heure. Et puis ce partenariat va être officiellement signé formellement en juin 2017. Mais il était dans les tuyaux et en négociation depuis 2016. Donc on voit bien le souci, évidemment. Dans le même mois, il y a une annonce d'un partenariat avec la SOR et puis 2 dirigeants locaux de la SOR qui vont remettre et offrir à Olivier Dussopt 2 lithographies. On parle d'un montant de 2 000 €. Oui, et alors avant de venir sur le montant, donc les contrats sont signés après le don, enfin après le cadeau des œuvres, même si c'était Formellement, bien reçu avant, les contrats sont formellement. signés, 6 mois après, mais le partenariat est annoncé quelques jours avant la remise, des 2 lithographies Olivier Dussopt, hein, en janvier 2017. Mais surtout, ce partenariat, en fait, a été négocié en amont. En 2016, il était, dans les tuyaux, donc tout ça s'étale Mmh. sur 6 mois. C'est un timing qui pose question. Donc le montant de tout ça, c'est 2 000 €. C'est de l'argent, bien sûr. On va pas dire que 2 000 €, c'est pas beaucoup d'argent, mais ce n'est pas un montant, disons, exorbitant pour une entreprise qui offre, l'entreprise qui offre.
Pour autant, pourquoi est-ce que ça pose problème et pourquoi est-ce que c'est une information qu'on publie sur Mediapart? Alors le montant, c'est vrai que c'est pas des dizaines de milliers d'euros, mais c'est quand même plus, par exemple, que la prime pour les soignants qui est négociée actuellement. C'est bien de le Mais répéter, ouais. ouais, mais pour nous, ce qui était important il fallait insister sur le symbole qui est fort tout de même. On a un élu qui en fait accepte des cadeaux de dirigeants locaux d'une entreprise qui est sous contrat avec sa collectivité, la collectivité qu'il dirige lui-même. Donc évidemment qu'il y a une situation de conflit d'intérêts potentiel, qu'il y a un risque de corruption, par exemple. Olivier Dussopt, lui, dit que ce n'est pas un cadeau en remerciement de marché qu'il aurait confié. Il explique que la SOR était la mieux-disante dans ce marché, mais forcément, le soupçon, il plane, il est important. Et c'est d'autant plus important qu'il y avait une obligation pour le député Olivier Dussopt à l'époque, c'était de déclarer ces cadeaux à la déontologue de l'Assemblée nationale. Il était parlementaire et c'est une obligation, ça figure dans le code des déontologies des députés, il faut déclarer tous les cadeaux de plus de 150 € qui sont perçus par les parlementaires dans le cadre de leur mandat. Il l'a pas fait, Olivier Dussopt, et il nous a expliqué pourquoi. Il nous explique que il considérait que ça faisait partie de son activité de maire de recevoir des cadeaux comme ça, et donc ça pose question évidemment cette réflexion. Il dit aussi qu'il n'avait pas connaissance des montants de ces deux cadeaux, ce qui, d'après les informations qu'on a obtenues, est faux. Et alors, donc, Olivier Dussopt vous a répondu et il a répondu à Mediapart assez largement sur l'origine, notamment de ces œuvres d'art, mais les réponses sont variées, j'ai l'impression. Alors, il a été très, très embarrassé et d'ailleurs, pas que lui, le cadre de la SOR, qu'on a joint en premier aussi, le cadre de la SOR qui lui a remis, ces 2 œuvres, en janvier 2017, nous dit d'abord: «C'est pas du tout un ami, Olivier Dussopt, c'est une relation de travail. Voyez avec le service communication de la SOR, ce n'est pas moi, qui suis concerné par cet achat». Et quand on appelle Olivier Dussopt, lui nous dit: «C'est un cadeau d'un ami qui d'ailleurs habite dans ma circonscription». Donc là, il y a un petit problème dans les 2 versions et Olivier Dussopt, du coup, nous a demandé, un délai de réflexion. Il nous a dit: «Je vais devoir me renseigner, je vais l'appeler». Ce délai, il a duré jusqu'à ce matin, et ce matin, Olivier Dussopt nous a donné une nouvelle version. Il nous a expliqué désormais que c'était pas un cadeau d'un ami, mais que c'était un cadeau d'une entreprise, la SOR, qui lui avait effectivement été fait via ces 2 cadres locaux début 2017, en janvier. Il explique justement qu'il ne l'a pas déclaré à la déontologue de l'Assemblée nationale, qui va le faire aujourd'hui, va saisir le déontologue. Et par ailleurs, il nous explique surtout qu'il va restituer ses œuvres, ce qui montre bien qu'il y avait un problème. Donc, ces 2 versions, elles interrogent. Pourquoi hier, il nous explique que c'est un cadeau d'un ami, aujourd'hui un cadeau d'une entreprise? Dans tous les cas, il y a un souci et c'est un peu facile aujourd'hui de dire qu'il n'avait pas connaissance du fait que c'était problématique. Il est élu depuis longtemps, Olivier Dussopt, il est quand même très aguerri, député, maire, aujourd'hui ministre sous l'égide de Bercy. Donc on a du mal à croire à cette explication, évidemment, et cet embarras, il était très, très prégnant. Et puis il y a l'embarras aussi du groupe La SOR qui nous a dit hier qu'il ne ferait pas de commentaires, le groupe, le siège à Paris, et qu'ils avaient diligenté une enquête interne, alors qu'on voit bien que ces tableaux ont été remis par 2 cadres de La SOR et que d'après Olivier Dussopt, c'était présenté comme un cadeau de l'entreprise. Et puis on s'étonne effectivement d'Olivier Dussopt qui semble tomber des nues, puisque par exemple, lors de l'affaire Fillon, il n'avait pas hésité à rappeler combien la probité en politique était importante, combien la transparence était importante aussi. Donc c'est étonnant effectivement de lire cette enquête qui le concerne, donc enquête à lire sur Mediapart, l'art des affaires du ministre Dussopt, signé Antoine Rouget, Fabrice Arfi, et toi Marine Turki, donc du service enquête de Mediapart. Merci d'être passée dans À l'air libre. À Merci. bientôt. C'est l'un des sujets, sinon le sujet qui fait mal à l'exécutif depuis le début de la pandémie de Covid-19. Les masques, ils ont manqué, ils ont donc été rationnés et ça a pesé sur celles et ceux qui nous soignent. Des soignants ont donc décidé d'attaquer l'État en saisissant le Conseil d'État. Isabelle Bossement, bonjour. Bonjour. Vous êtes éducatrice spécialisée en psychiatrie et secrétaire générale de la CGT au CHU de Lille, le syndicat à l'origine du recours dont on va parler. Yann Philippin, salut. Salut Valentine. Tu es journaliste à Mediapart et tu enquêtes sur les mensonges et manquements de l'État sur les masques depuis le début de la pandémie. Et tu publies une enquête, donc dans le journal, sur ce recours dont on va parler. Première question, Isabelle Bossement. Concrètement, que reprochez-vous à l'État ? Alors, ce qu'on reproche aujourd'hui à l'État, c'est de ne pas nous avoir donné les moyens maximum de protection de la santé des agents hospitaliers pour prendre en charge les patients de l'hôpital et sans risque ou en tout cas en diminuant
au maximum le risque de contamination par le Covid-19, qui est un agent pathogène de niveau 4 et dont on ne connaît pas exactement tous les tenants et les aboutissants. Et on aurait aimé quand même être protégé au maximum des risques de contamination par ce virus. Et on n'a pas eu les protections dont on avait besoin. Et les protections dont Dans ce vous aviez cadre-là. besoin, là, c'est, vous parlez des FFP2, ces masques qui sont ceux qui protègent le plus. Tout à fait. En fait, cette crise sanitaire s'est révélée assez brutale dans sa mise en œuvre, un peu comme tout le monde. Un jeudi soir, il y a eu une allocution présidentielle et le mardi d'après, on était en confinement et il fallait affronter toute une réorganisation de l'hôpital, la fermeture de services, l'ouverture de services spécifiques au Covid, avec un rapatriement des personnels, des lits, des respirateurs. Enfin, voilà, donc en quelques jours, il a fallu réorganiser tout l'hôpital et très rapidement, si vous voulez. Donc, on a été réunis en CHSCT et ce qui nous a interpellés assez immédiatement, c'est que on est quand même tous formés à la gestion de crise sanitaire et de virus et de coronavirus depuis très longtemps dans les hôpitaux. Donc, si vous voulez, dans le cadre habituel de prévention des risques sur les coronavirus à l'hôpital, on a toujours eu des recommandations, des consignes et des préconisations qui octroyaient donc le port de FFP2 pour les personnels soignants à partir du moment où ils entraient dans la chambre d'un patient susceptible d'être porteur de ces virus, dont on connaît en général pas au départ tous les tenants et tous les aboutissants. Donc, par précaution, au moins, il y a ce FFP2 qui est un meilleur outil de protection. Et ce qui nous a frappé, si vous voulez, c'est que dans un CHSCT extraordinaire de début mars, on s'est aperçu que les recommandations de port du FFP2 n'étaient plus les mêmes que celles qu'on avait eues les années précédentes et qu'on connaissait et auxquelles on avait été formés jusque-là. Donc la question est arrivée très rapidement et on a interpellé tout de suite notre direction en disant mais attendez, pourquoi en février on a tel type de recommandations et au mois de mars il y en a d'autres? Elles sont écrites, diffusées et elles sont signées de personne. On n'a jamais réussi à avoir de réponse sur cette question en nous disant mais non, mais elles sont pas signées, mais on ne sait pas exactement ce que c'est comme document que vous nous montrez. Donc si vous voulez, ça nous a alertés tout de suite parce qu'on est on est formé pendant des années au port d'outils de prévention des risques dans un hôpital et de ce genre de risques. Et d'un coup, d'un seul, on nous dit, bah non, en fait, ces recommandations, elles sont plus valables, on vous en donne d'autres qui sont beaucoup plus restrictives. Donc, ça a évidemment éveillé plus que notre curiosité, c'est notre inquiétude. Notre inquiétude, bien sûr. Et on était face à un virus. Alors justement, à propos de ce changement de consigne, c'est pas anodin ce que vous dites. Je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron. Il répondait à BFM lundi et puis on va revenir justement là-dessus. Les choses ont été dites, les choses ont été gérées. Nous n'avons pas connu la situation. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Il y a eu ensuite un approvisionnement renforcé et une production renforcée, et nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu des tensions. C'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger et pour prévenir. Et donc on voit bien que ça nous amène à changer de logique en profondeur sur certains de ces sujets qui paraissaient totalement innocents. Mais ayons collectivement l'honnêteté de dire que, au début du mois de mars même, encore plus en février ou en janvier, personne ne parlait des masques parce que nous n'aurions jamais pensé être obligé de restreindre, en quelque sorte, la distribution de ceci pour les soignants. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette déclaration d'Emmanuel Macron, mais là, je voudrais qu'on s'arrête sur la défense de sa doctrine, donc une doctrine restrictive. Justement, Yann, pour rebondir sur ce que disait Isabelle Bosman juste avant, cette doctrine restrictive, elle est mise en cause par les soignants devant le Conseil d'État parce que tout à coup, ils se sont retrouvés avec des consignes qui différaient de celles qui étaient en vigueur jusque-là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, au sujet des coronavirus, il y en a eu plusieurs. Il y a eu le SRAS, il y a eu le MERS-CoV qui venait du Moyen-Orient, aujourd'hui le Covid-19. Les consignes n'ont jamais bougé. C'était port du masque FFP2, donc le plus protecteur. C'est celui qui protège contre les particules les plus fines et donc qui offre la meilleure protection dès qu'on rentre dans la chambre. D'ailleurs, c'est la première consigne qui avait été donnée par les sociétés savantes à la fin du mois de janvier, au tout début de la crise. Et début mars, tout change. Finalement,
finalement, il n'y a plus de FFP2 quand on rentre dans la chambre, seulement un masque chirurgical. Et les FFP2 sont réservés aux actes les plus risqués, c'est-à-dire ceux qu'on appelle invasifs, très très proches de la sphère respiratoire, qui provoquent en fait ce qu'on appelle un aérosol, c'est-à-dire l'éjection d'un nombre important de micro-gouttelettes du virus. Et donc pour ces actes très limités, il y a les FFP2, mais pour tous les autres, là où avant il y avait un FFP2, maintenant il n'y a plus qu'un masque chirurgical. Et oui, et ce qui est important aussi à dire, et le recours de la CGT est très intéressant là-dessus, c'est que ces restrictions, donc très très fortes dans l'emploi des FFP2, elles ont été justifiées par une doctrine. C'est la doctrine qui a été mise en place à la fin du mois de février par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS qui est venue au secours de la France, mais aussi de tout un tas d'autres pays qui manquaient de masques. Donc le gouvernement aujourd'hui a beau jeu de s'abriter derrière et de dire, écoutez, c'est pas moi, moi j'écoute ce que me dit l'OMS et également ce que disent plusieurs sociétés savantes françaises qui ont validé cette doctrine. Et justement, nous, il y a beaucoup de soignants, on les retrouve dans ce recours de la CGT du CHU de Lille, mais on avait aussi recueilli des témoignages similaires qui nous disent, qui jugent que la liste des actes pour lesquels il y a un FFP2, elle est trop restreinte et qu'il y a beaucoup de soignants qui certes ne font pas des actes invasifs les plus risqués, mais qui en fait sont de par leur métier très proches des patients ou au cœur des services Covid, où ils se baladent de chambre en chambre, où ils ont peur qu'il y ait des particules et une présence très forte du virus, et pour lequel ils estiment qu'il leur faudrait un FFP2. Alors, autre question, Yann, c'est le premier recours d'un syndicat de soignants hospitaliers. Pourquoi ce recours, par rapport aux autres, peut être une épine dans le pied de l'exécutif ? Parce qu'en fait, il y a eu énormément de recours déposés devant le Conseil d'État depuis le début de la crise, y compris par des soignants, par exemple des médecins de ville, des médecins libéraux, des personnels d'EHPAD, au sujet des masques. Toujours la même chose, pour en demander plus, pour espérer que le Conseil d'État force le gouvernement à agir. Et pour le moment, le Conseil d'État a rejeté ces recours. Et l'un des arguments qu'il utilisait, c'est de dire, écoutez, on ne peut pas vous en donner dans les EHPAD, ou on ne peut pas vous en donner dans les cabinets de ville, parce que vous comprenez, la priorité, ça doit être l'hôpital qui est en première ligne face à la pénurie. Et là, évidemment, cet argument-là ne pourra plus être utilisé dans le cadre de ce recours de la CGT, puisque c'est pour la première fois des soignants hospitaliers qui attaquent. Ça va plus trop tenir, effectivement. Isabelle Bosman, concrètement, tout au long de ces mois de pandémie, d'ailleurs qui n'est pas terminée, mais au plus fort de la crise, quel a été votre quotidien et celui de vos collègues ? Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter sur comment ça se passe concrètement quand on n'a pas ou peu de FFP2 ? Alors, du coup, on nous met des procédures dégradées de protection qui se passent donc avec les masques chirurgicaux, qui est un autre outil qui a été mis à disposition des personnels, et suivant les risques présumés de contamination Covid dans les services et auprès des patients, on a eu des mesures dégradées comme celle-là. Donc au CHU de Lille, le choix a été fait en fait, toutes les recommandations ont été établies non pas en fonction du risque qu'on encourait, mais en fonction du risque de pénurie. Pas du risque sanitaire, mais du risque de pénurie, je ne sais pas si je suis un peu claire, c'est très clair. qui devait être géré, ce qui est complètement anormal. Ce qui fait que les FFP2, mais nous-mêmes, le réflexe à l'hôpital, ça a été de dire il faut qu'on garde les FFP2 pour les collègues qui travaillent dans les services de réanimation Covid, en premier lieu. Deuxième lieu, ceux qui sont dans les services Covid de médecine, puis ceux qui sont dans les services de médecine classique, mais où on avait très peur parce qu'on savait que le Covid était susceptible d'être partout. On a eu un tas de patients qui ont été hospitalisés au CHR de Lille sans être diagnostiqués Covid. Je pense que tout le monde est quand même au courant qu'on peut avoir des patients asymptomatiques, c'est-à-dire des porteurs du Covid qui ne déclenchent aucun symptôme, donc qu'on ne peut même pas suspecter, qui ont intégré les services de soins, qui ont été pris en charge dans des blocs opératoires et en chambre, en lit, avec des collègues qui nécessairement ont eu des actes pas forcément invasifs, mais en tout cas en proximité. Aujourd'hui, quelqu'un qui est alité et qui a besoin d'une toilette, l'aide-soignante est au lit de la patiente. Donc, on a beaucoup d'aides-soignantes qui ont été exposées avec du masque chirurgical.
de manipulateurs en électroradiologie qui vont au lit du patient pour glisser la plaque de radio derrière le dos du patient et prendre la radio pour le patient qui ne peut pas sortir du lit, qui sont forcément dans la sphère respiratoire qu'on peut estimer, mais c'est même dans une estimation la plus restreinte possible, à moins d'1 mètre de la sphère respiratoire du patient, et qui étaient avec du masque chirurgical, et voire même avec du masque chirurgical, un seul masque chirurgical pour 8 heures de poste. Alors que là aussi, toutes les recommandations, même sur le masque chirurgical, c'est 4 heures d'affilée maximum. On sait qu'ensuite, il n'a plus l'efficacité pour laquelle il est attribué. Et pourtant, on s'est retrouvé avec des collègues qui faisaient un poste de 8 heures d'affilée avec un seul masque et en proximité de patients, qui se sont révélés, en effet, être des patients Covid dans les 48 heures qui suivaient par rapport à un test, etc. Donc, ils ont été exposés très clairement à ce risque. Et le problème, c'est que très en dessous des préconisations. Tout à fait. Et ces agents, en plus, circulent de chambre en chambre. Ça veut dire qu'il y avait un risque qu'eux soient contaminés, mais aussi qu'ils contaminent, du coup, leurs collègues et leurs patients et leurs familles. Je pense qu'on peut aujourd'hui aussi parler aux hospitaliers qui ont travaillé durant la crise Covid de savoir dans quel état ils rentraient chez eux le soir et avec quelle angoisse. Ils vont témoigner en vous disant oui, l'angoisse, c'était de ramener le Covid à la maison. Mais ça veut dire aussi que du coup, le Covid a circulé partout à l'hôpital sans que tout le monde soit protégé, et en tout cas de manière dégradée partout ça a été dégradé. Et avec le risque que ce soit même les hospitaliers qui deviennent contaminants pour la population. Enfin, c'est assez fou, hein. Ben oui, c'est ça qui est important d'être souligné et que démontrera peut-être votre recours. Merci à tous les deux. Isabelle Bossement, vous êtes éducatrice spécialisée en psychiatrie et secrétaire générale de la CGT au CHU de Liliane Philippin. Tu es journaliste à Mediapart. Merci à tous les deux. On part en Italie. Le déconfinement continue en Italie. Depuis 2 jours, l'Italie est passée en phase 3. Pour parler de cette phase 3 et de comment les Italiens et les Italiennes vivent ça, j'accueille une habituée d'Air Libre, Cécile Debarge. Salut Cécile. Bonjour. Tu es l'une de nos correspondantes en Italie. L'Italie est donc entrée dans la phase 3. Les restrictions s'allègent plus vite que prévu. Ouais, l'Italie avait décidé justement de ne pas employer le terme de déconfinement, d'avancer de manière très progressive, de parler de phase 2, de phase 3. On a déjà oublié ces mots-là pour le moment. Normalement était prévu lundi 18 mai, donc au début de ce qui était censé être cette fameuse phase 3, la rouverture des musées, des commerces et puis des entraînements, des sports d'équipe. En réalité, les bars ont pu rouvrir, tout comme les restaurants. C'est évidemment très symbolique puisque c'est des lieux d'agrégation sociale, donc c'était un petit peu ce qui posait problème pour les autorités. Leur réouverture était prévue le 1er juin normalement. Et aujourd'hui, 20 mai, on estime qu'environ 70% des bars et restaurants ont rouvert, 90% des magasins de vêtements. Voilà, c'est pour donner un ordre de grandeur un petit peu de cette Italie qui se remet en route. Et pourquoi ce déconfinement, il s'accélère en Italie ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà la pression économique qui est énorme, notamment dans les régions du Nord, qui sont pourtant les plus touchées. Ça peut sembler un petit peu paradoxal. Les gouverneurs des régions mettent une pression assez forte pour reprendre au plus vite l'activité économique. Et puis, l'autre point assez important, c'est le retour de la mobilité, aussi bien entre les régions, donc à échelle nationale, c'est pour le moment toujours interdit de se déplacer d'une région à l'autre, mais aussi à l'échelle de l'espace Schengen, parce qu'évidemment, ce qui est en jeu, c'est la saison touristique. C'est pour l'instant le secteur économique qui reste encore à la traîne. Et pour donner une idée, j'ai parlé avec une plagiste sur les côtes de la Sicile. Elle peut rouvrir sa plage avec ses transats et ses parasols, mais sa clientèle, c'est que 30% de touristes locaux. Donc, en gros, sans rouverture des frontières à l'intérieur et à l'extérieur, c'est 70% des clients qui manquent. Ouais, ça changera pas énormément. Ça permettra pas une relance totale. Et comment cette phase 3 et ce déconfinement de manière générale est vécu par la population ? En réalité, depuis lundi 18 mai, c'est vraiment là que les Italiens ont l'impression d'être déconfinés, puisqu'on avait eu cette phase 2 qui était encore assez sévère, il fallait des attestations pour se déplacer, on avait le droit d'aller voir ses proches, alors qu'il était un thème qui avait un peu suscité la polémique en Italie en se demandant qui en faisait partie. Souvent, c'était les membres de la famille ou les gens très proches de soi. Là, on n'a plus besoin d'autorisation pour se déplacer
Et donc, on a entendu dans la nuit de dimanche à lundi, à minuit pile, des gens mettre la musique, crier en disant « ça y est, c'est fini, on est libre ». Bon, d'une manière un petit peu symbolique, exagérée, symbolique, parce qu'il ouais. reste évidemment des restrictions, mais c'est vrai qu'on commence à sentir un vrai allègement. Oui, et cet enthousiasme, tu l'as retrouvé dans les rues. Je crois qu'il y a des vidéos dont on va parler qui circulent sur les gens qui se rassemblent. Ouais, ces vidéos, elles ont été tournées à la Vucceria, qui est un des hauts lieux de la vie nocturne à Palerme. C'est juste derrière chez moi. C'est un endroit où les gens ont l'habitude de boire dehors. Donc effectivement, il y a peut-être des règles de distanciation à l'intérieur des bars, mais pas à l'extérieur. C'est ce qui pose problème. À Bologne, on a vu exactement les mêmes scènes sous les arcades de la ville, qui sont là encore des hauts lieux de la vie étudiante. Et les restaurants, les bars qui jouent le jeu, c'est-à-dire qui doivent imposer des mesures de distance physique entre les clients, ont publié des lettres ouvertes en disant qu'on ne pourrait pas éternellement continuer en faisant 2 poids, 2 mesures. Dernière question sur le plan économique et social. Il y a une décision très marquante qui a été prise. Comme le Portugal, l'Italie a décidé de régulariser les travailleurs agricoles sans papier. Ouais, cette décision a été prise très vite au Portugal. Dès le mois de mars, elle semblait impossible à l'époque en Italie. On a commencé à en parler. Politiquement, ça a été extrêmement polémique. Il y a eu des débats assez vifs en Italie. Et puis, c'est la ministre de l'Agriculture, Teresa Bellanova, qui l'a annoncé il y a quelques jours lors de la conférence de presse du gouvernement. Les larmes aux yeux, parce qu'en fait, elle a un parcours un petit peu particulier. Elle-même, elle a été syndicaliste dans les Pouilles, travailleuse agricole. Et elle a eu cette phrase un petit peu symbolique en disant « À partir d'aujourd'hui, les invisibles seront moins invisibles. L'État gagne contre la criminalité et l'exploitation. » Parce que ces travailleurs agricoles, souvent sans papier, sont soumis à des conditions de travail absolument abominables. Et souvent, ça se fait au profit des organisations criminelles. C'est pas assez pour certains syndicalistes. Je pense à un syndicaliste ivoirien qui vit en Italie depuis maintenant de nombreuses années, qui a lui-même été travailleur agricole, Aboubacar Soumahoro, et qui appelle à une grève demain, le 21 mai, donc c'est relativement inédit en Italie, en demandant aux travailleurs agricoles de ne pas se déplacer pour travailler parce qu'il estime que la mesure est encore trop restrictive. C'est-à-dire que les personnes qui peuvent prétendre à cette régularisation, en réalité, ce sont celles qui ont un permis de séjour qui n'est plus valable depuis le 31 octobre. Or, on a eu évidemment, avant cette période, des restrictions de la part notamment du gouvernement dont faisait partie Matteo Salvini, et il estime qu'il faut donc remonter avant cette période pour que ça puisse toucher le plus grand nombre de travailleurs. Bon, en tout cas, c'est intéressant à suivre. Merci Cécile Debarge, tu es notre correspondante en Italie. À bientôt. À bientôt, merci. Musique avec l'Orchestre national d'Île-de-France qui joue les Noces de Figaro. La logistique pour jouer ensemble à distance est toujours impressionnante et le résultat aussi. Hello, dear friends, and on behalf of the entire Orchestre National d'Île-de-France family, we'd like to extend you warmest greetings wherever you might be. And although we can't physically be together these days, we wanted to put together a little musical gift from our homes to yours. In the meantime, stay safe, stay healthy, and we are counting the days until we can all be together again. 3, 2, 1, 0.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici dans la rue de Rivoli au cœur de Paris. Derrière moi il y a l'hôtel de ville de Paris. Au fond là-bas il y a le Louvre et ici c'est une des rues traditionnellement les plus passantes de Paris depuis le déconfinement, depuis quelques jours, donc une dizaine de jours. Là, vous le voyez derrière moi, la rue a été aménagée et surtout elle est interdite aux voitures particulières. Donc c'est un gros changement. Il y a de nouvelles pistes cyclables qui ont vu le jour aussi dans la ville de Paris. C'est le cas aussi dans d'autres villes en France qui adaptent avec cette crise du Covid leur urbanisme pour décongestionner la ville, pour éviter que les voitures reviennent en force. Et cela pose évidemment plein de questions et plein de problèmes. On va en parler aujourd'hui avec nos invités. La ville de demain, la ville de l'après-Covid sera-t-elle radicalement différente ou est-ce que ces adaptations qu'on voit aujourd'hui seront juste temporaires? On en parle avec nos invités. Olivier Blond, directeur de l'association Respire qui lutte contre la pollution atmosphérique. Camille Aluise, qui est directrice de Paris Ancel, une association qui promeut l'extension de l'usage du vélo à Paris, mais aussi dans le Grand Paris, en dehors des frontières de Paris intramuros. Et puis Paul Lecroard, c'est un urbanisme à l'Institut d'urbanisme de la région Île-de-France et il est en train de penser toutes ces mutations pour nos villes demain. Nous sommes avec Camille Anuise, notre première invitée du jour. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes directrice de Paris Ancel, une association qui promeut l'extension du vélo, de l'usage du vélo à Paris et dans le Grand Paris. Tout à fait, oui. Nous sommes ici donc à l'angle de la rue de Rivoli et du boulevard Sébastopol, pour ceux qui ne connaissent pas, donc pile vraiment au centre de Paris quand même. Et qu'est-ce qu'on voit derrière nous? Il y a de nouveaux aménagements ici rue de Rivoli. On voit des agents de circulation qui interdisent le passage de la rue de Rivoli, rue traditionnellement très passante. Qu'est-ce qui s'est passé ici ces derniers jours depuis le déconfinement en fait? Alors depuis le déconfinement, progressivement, la rue de Rivoli a en fait été fermée sur toute sa longueur à l'accès aux véhicules motorisés personnels. Donc il y a une file qui reste dédiée aux taxis, aux bus, aux riverains et aux artisans qui ont besoin de passer. Mais l'autre file de circulation a été reprise pour être donnée aux cyclistes, aux vélos, aux mobilités actives. Est-ce que, donc on voit bien ces plots là temporaires, il n'y a pas qu'ici que ça s'est produit, il y a d'autres pistes cyclables qui ont été développées. Est-ce que vous pouvez nous faire, on a l'impression qu'il y a eu pas mal de pistes cyclables nouvelles créées. Est-ce que c'est substantiel ou est-ce que c'est juste un peu cosmétique pour vous? Alors tout à fait, il y a un programme en fait, la mairie de Paris a annoncé au total 50 km de nouvelles pistes cyclables d'urgence que nous on appelle les coronapistes. Okay. Donc bien sûr tout n'est pas encore réalisé, ça prend un petit peu de temps, mais là depuis le déconfinement on a vu certains axes commencer à être équipés, donc notamment cet axe qui suit la ligne 1 et puis l'axe qui suit la ligne 4 du métro également. Entre ici sur le carrefour Rivoli-Sébastopol et puis le sud de Paris qui va aller jusqu'à la porte d'Orléans. Alors, ces pistes cyclables nouvelles, elles sont, selon la mairie de Paris, il y a d'ailleurs d'autres municipalités, on est à Paris, mais il y a d'autres municipalités qui réfléchissent aux mêmes choses, qui mettent en place les mêmes choses aujourd'hui en France, une dizaine, une quinzaine à peu près. Selon la mairie de Paris, pour l'instant, ces nouvelles pistes, coronapistes, sont censées être temporaires. Oui. Est-ce que pour vous, ce sera temporaire? Est-ce que ça doit durer? Est-ce que ça doit continuer après? Ce qu'on est en train de voir, c'est que quand même ces pistes, elles répondent à un besoin des Parisiens de se déplacer. Alors là, on est dans un contexte sanitaire un petit peu particulier.
où les transports en commun ne peuvent plus assumer leur rôle traditionnel en transportant beaucoup de gens. Il y a moins d'offres, il y a moins d'offres et il y a moins de place. Et il y a un danger sanitaire aussi qui reste. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent vers le vélo. Mais même en dehors de cette crise-là, en fait, le vélo est une mobilité qui est extrêmement bien adaptée à l'espace urbain et notamment à Paris et à la métropole parisienne qui reste de taille tout à fait correcte pour se déplacer à vélo d'un bout à l'autre. Donc bien sûr, nous, on espère que ces pistes, ce soit un moment de transition pour quelque chose de bien plus concret et au fil des ans ou au fil des mois qu'on ait des aménagements, que les plots qui sont aujourd'hui posés en une nuit soient remplacés par des séparations un peu plus costauds. Alors il y a des critiques évidemment pour ce projet, des associations de riverains, l'opposition municipale qui dit que ça détourne le trafic, mais en fait ça ne va pas désengorger Paris, ça va poser d'autres problèmes de circulation. Et puis il y a un argument qui est entendable et je pense que plein de gens ressentent, c'est de dire oui mais on va améliorer finalement la capacité de circulation sur des véhicules individuels pour les Parisiens intramuros et on fait rien pour les autres et donc on va faire que reproduire les inégalités et donc en fait cette crise sanitaire elle va finir par accentuer les inégalités. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors c'est un excellent point et c'est pour ça que le réseau cyclable qui est en train d'être développé, il doit se penser non seulement pas dans Paris intramuros, mais il doit faire le lien et la connexion avec la couronne. Et donc nous à Paris on se bat pour qu'il y ait une attention particulière portée aux portes et on fait partie à Paris-Ancel d'un collectif qui s'appelle le collectif Vélo Île-de-France qui porte le projet de RER Vélo. Donc en fait qui sont des lignes cyclables qui prolongent hors des murs de Paris, dans toute l'Île-de-France, notre projet de ligne vélopolitaine intramuros. Donc ça veut dire que votre but c'est que des gens qui habitent aujourd'hui, qui font éventuellement 1 heure de transport en RER, parfois dans un sens et dans l'autre, à un moment, donc pour qui c'est extrêmement compliqué, qui doivent passer par Paris mais parce qu'ils sont obligés de le faire, et pour qui se déplacer c'est plutôt une galère qu'autre chose, ça veut dire que ces gens-là, à un moment sur leur parcours, on organiserait des trajets en vélo, c'est ça ? À quoi ça ressemblerait ? C'est ça, en fait on va organiser des trajets, on va prendre soit des voies de circulation pour les dédier au vélo, et bien les séparer pour que tout le monde puisse se déplacer en sécurité. Et l'idée aussi, c'est de le baliser pour que les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo et qui prennent d'habitude le métro ou le RER par exemple, puissent savoir dans quelle direction ils vont et qu'il n'y ait pas un peu cette crainte de ne pas savoir où on va quand les aménagements ne sont pas très lisibles. Donc il faut vraiment que ce soit continu, bien sécurisé et bien balisé. Comme en fait quand on prend le métro, on ne sait pas où on va, on regarde son plan, on a des couleurs de lignes, on a des noms d'arrêts et c'est comme ça qu'on se déplace. Et pour le vélo, il faut appliquer cette même logique de jalonnement, de balisage pour qu'on arrive à s'y retrouver. De quoi, à quel horizon on parle là ? C'est à l'horizon de juste de quelques mois ou ça va prendre beaucoup plus de temps pour les gens qui nous écoutent et qui se disent « Ok, moi je suis partant, mais quand ?» Alors nous, pour le Vélopolitain, la plupart des candidats à la mairie de Paris s'étaient engagés à l'horizon 2024, puisqu'il va y avoir un enjeu en fait, de mobilité autour des Jeux Olympiques également. Mais là, ce qu'on est en train de voir avec la situation actuelle, c'est que ce qui nous aurait peut-être pris 4 ans en temps normal, là va être mis en place en l'espace de quelques mois. Donc on va sans doute gagner beaucoup de temps sur le calendrier qu'on envisageait. D'accord. Merci beaucoup Camille Anuise. On verra du coup si ces suivra engagements... avec attention, on sera là pour les suivre. J'imagine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et nous, on va continuer un petit peu sur la rue de Rivoli et rencontrer notre deuxième invité. Nous sommes encore rue de Rivoli avec, vous le voyez, donc les nouvelles pistes cyclables derrière nous, au milieu de la rue de Rivoli, avec Olivier Blond. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'association Respire. C'est une association qui, depuis longtemps, depuis 2011 je crois, s'occupe particulièrement de la qualité de l'air et de la pollution atmosphérique. Vous avez été très actif au moment de Lubrizol à Rouen, évidemment, cette usine chimique qui a explosé en pleine ville, avec des conséquences importantes sur l'environnement. On est ici au milieu de cette rue de Rivoli. C'est tout à fait nouveau, puisque maintenant on peut parler au milieu de la rue de Rivoli, ce qui est quand même assez nouveau. Qu'est-ce que ça vous inspire d'abord, ces changements très rapides qui ont été mis en place après le Covid ? C'est une très bonne nouvelle, et puis c'est très symbolique. Nous, à Respire, on avait soutenu très largement la piétonisation des voies sur berge, donc à 50 mètres derrière vous, qui était un axe important et on s'est réjoui quand il a été piétonnisé de manière définitive. Ici, la rue de Rivoli, c'est aussi un axe très important et très symbolique.
c'est une très bonne nouvelle, comme le sont toutes ces nouvelles pistes cyclables qui fleurissent, si je peux me permettre l'image, dans Paris et dans toute la France. Au moment de cette crise du Covid, on a eu beaucoup de récits autour de la question, voilà, c'est super parce que la pollution atmosphérique diminue. Est-ce que vous avez peur de cette reprise d'activité générale où finalement on voit qu'on change des choses un peu dans la ville, mais est-ce que vous avez peur que finalement ce soit juste des adaptations à la marge et que finalement tout reprenne comme prévu après ? Très clairement, il y a un risque que les gens oublient les quelques semaines sans bruit, sans odeur nauséabonde, sans trafic absolument partout et qui reprennent leurs vieilles habitudes. Justement, ça va dépendre des associations, des médias, des politiques, de justement faire qu'on ne reprenne pas comme avant, que le jour d'après, il soit un petit peu plus joyeux et plus sain que le jour d'avant. Et ça, en tout cas, les pistes cyclables, elles sont un indice de ce vers quoi on peut aller. Il n'y a pas que ça comme solution, mais en tout cas, c'en est un très important, très visible, très utile. Donc voilà. Au moment de la crise sanitaire, il y a eu finalement la révélation qu'il y avait de profondes inégalités sociales dans la société, avec des gens qui allaient continuer à travailler, des gens qui étaient confinés chez eux, qui avaient presque la chance d'être confinés, même si ça pouvait être difficile parfois. Finalement, c'est un petit peu la même chose qui continue à se passer. En dessous de nous, il y a le métro, avec métros qui sont moins nombreux qu'avant en raison de la situation sanitaire, avec des gens qui doivent porter des masques, qui continuent finalement à prendre des risques, même si tout le monde essaye de faire un peu attention. Et puis ici, cette circulation en vélo plus douce et individuelle, est-ce que ce n'est pas un peu les mêmes inégalités qui sont finalement à nouveau remises en selle d'une certaine façon, pardon pour cette métaphore ? Je pense que la plus grande inégalité, c'est celle qui sépare ceux qui sont exposés à la pollution de l'air et ceux qui ne le sont pas. Et malheureusement, ceux qui sont exposés à la pollution de l'air, c'est souvent ceux qui habitent à côté du périph', qui sont des zones en général moins riches, à côté des autoroutes, etc. Et il y a un gros quart nord-est de l'agglomération parisienne, donc les arrondissements du nord-est, Pantin, Aubervilliers, La Courneuve, Bobigny, toutes ces villes-là, qui sont coincées entre le périphérique, qui est la plus grande autoroute urbaine d'Europe quand même, et la 1, la 3, etc. Et ces gens-là, ils sont vraiment face à une inégalité multiple, parce que 1, ils sont plus pauvres, 2, ils sont plus exposés, 3, ils n'ont évidemment pas les moyens d'aller partir en vacances tous les jours. Donc c'est ça l'inégalité principale, c'est pas forcément d'avoir ou pas un vélo à côté de la rue de Rivoli. C'est ça, parce que votre association insiste sur le fait que chaque année en France, vous estimez à peu près 65 000, 67 000 personnes le nombre de gens qui meurent de la pollution, des conséquences de la pollution atmosphérique. C'est, je crois, 8 millions de personnes dans le monde, c'est tout à fait considérable, plus à ce stade que, en tout cas, cette pandémie. Et tout ça est récurrent tous les ans. Est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire va nous permettre de sortir de cette situation-là, où vous êtes finalement assez pessimiste sur le sujet? En fait, la question n'est pas d'être optimiste ou d'être pessimiste, la question c'est d'agir et d'essayer de prendre en main son destin. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de momentum, il y a quelque chose qui se passe. Alors, à nous de nous en saisir. Les pistes cyclables sont un élément. Et on a vu avec quelle rapidité finalement ça s'est produit. Le télétravail, tout ce qui est dématérialisation, c'est quelque chose qui, il y a quelques mois, aurait semblé absurde de mettre 100% d'une boîte en télétravail. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Et même si on va revenir à un peu plus de présentiel, il y aura une grande partie du personnel qui va continuer à travailler à distance. Et c'est une bonne chose en termes environnementaux. Y compris quand ce n'est pas nécessaire, c'est-à-dire quand on n'est pas obligé de faire des grands déplacements. C'est aussi ce que dit votre association, c'est de dire qu'il faut un peu organiser, on n'est pas obligé de bouger comme on faisait avant et de dépenser autant de carbone qu'on le faisait avant. Complètement. Très longtemps, on a vu la mobilité comme une liberté, la liberté de se déplacer. C'était un acquis, peut-être par rapport à certains régimes autoritaires, etc. En France, c'est pas trop le problème quand même. Nous, on voit la liberté aussi comme une contrainte, parce qu'il y a des millions de gens qui sont obligés de faire 20 km, 30 km, qui c'est peut-être plus, pour aller travailler tous les matins, pour aller à la maternité, pour aller à la poste, quand les services indispensables sont assez loin. C'est plus particulièrement vrai dans les zones périurbaines. Pour tous ces gens-là,
ils sont obligés de se déplacer. Et je pense que s'ils pouvaient se déplacer un petit peu moins, ils seraient ravis. Donc nous, on appelle à ce qu'on appelle la démobilité. Alors le parallèle avec la décroissance est évident, hein, mais on dit, voilà, essayons sur les mobilités contraintes, de diminuer. Ça sera mieux pour la planète, parce qu'évidemment, les déplacements qui polluent le moins, c'est ce qu'on ne fait pas. Ça sera mieux pour les gens, ça va leur permettre d'économiser des heures de transport serrées dans des transports en commun bondés ou des coûts énormes s'ils doivent acheter une voiture, payer l'essence, l'entretien, etc. Et ça sera mieux pour tout le monde. Peut-être pour la qualité de vie aussi, éventuellement. Juste une toute petite question pour terminer. Je crois que votre association est aussi très engagée en ce moment, puisque l'école a repris, est en train de reprendre de façon un peu différente par endroit, pour piétoniser partout en France les zones devant les écoles. Je crois que c'est le cas un peu à Paris, mais ça ne va pas très vite. Pourquoi c'est si important? Alors, on a parlé beaucoup de pistes cyclables, mais l'urbanisme tactique, c'est pas seulement les vélos, c'est aussi les piétons. Et il y a beaucoup de choses à faire pour faciliter les déplacements à pied dans la ville. En fait, les déplacements à pied, c'est les déplacements les plus nombreux devant même tous les autres déplacements. En distance, ils sont Bien sûr. mais en nombre, ils le sont plus. Et c'est vrai tout particulièrement devant les écoles où on est face à un problème de sécurité sanitaire parce qu'au moment de la dépose et quand les parents viennent rechercher les enfants, il faut respecter les distances de sécurité avec le Covid et très souvent les trottoirs devant les écoles sont encombrés, étroits et ne permettent pas, s'il y a tous les enfants qui sont revenus à l'école, de respecter ces distances. Donc nous ce qu'on demande c'est élargir les trottoirs aux abords des écoles. D'abord de manière transitoire par rapport au Covid. Et puis peut-être de le laisser après en place. Progressivement, de rendre pérenne ces dispositifs. Parce qu'on avait fait une étude l'année dernière sur la pollution de l'air aux abords des écoles. Et en région parisienne, on avait vu que plus d'un tiers des écoles étaient exposées à des quantités de pollution qui dépassaient les niveaux légaux, donc c'est quand même énorme, et qui mettaient en danger la santé des enfants. Évidemment, la première chose à faire pour protéger les enfants dans les écoles, c'est d'éloigner le plus possible les voitures qui sont en zone urbaine, la source principale. Merci beaucoup Olivier Blond, directeur de l'association Respire. Merci à vous. On va retrouver notre troisième invité un peu plus loin, là-bas, au niveau du musée du Louvre, pour parler d'urbanisme tactique, justement. Et nous sommes donc maintenant devant le Louvre avec notre troisième invité, Paul Lecroard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes urbaniste à l'Institut d'urbanisme Paris Région et vous avez coordonné ce livre « Les villes changent le monde » qu'on peut retrouver sur le site de l'Institut Paris Région. On peut aussi le commander. Paul Lecroard, Paris, mais aussi d'autres villes en France actuellement, disent vouloir augmenter la place du vélo, adapter l'urbanisme après cette crise sanitaire, notamment Grenoble par exemple ou Montpellier, de quinzaine de villes comme ça qui ont annoncé des mesures à peu près similaires à ce qui se passe ici à Paris. Et on entend souvent ce mot d'urbanisme tactique, c'est-à-dire qu'il s'agirait d'une nouvelle stratégie pour adapter la ville. Mais de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que c'est des vraies stratégies ou est-ce que c'est un peu gadget? Alors, l'urbanisme tactique, en fait, c'est d'abord des citoyens qui essayent de changer les choses dans leur ville. Et donc, l'idée, c'est vraiment changer les choses rapidement avec des moyens bon marché et changer les choses dans une perspective à long terme. C'est-à-dire c'est des gens qui ont une vision de la ville, c'est-à-dire plus calme, plus cyclable, plus dense, plus mixte, plus mélangée socialement aussi. Et qui en fait sont impatients de ce que la ville change dans le sens qu'ils souhaitent. Donc ça c'est vraiment le départ. On ne peut pas vraiment situer en fait le départ de l'urbanisme tactique, mais quand on parle de l'association Espace, par exemple, dans le Val-de-Seine, dirigée par Yann Fradin, dès les années 90, ils avaient un projet qui était
de s'opposer à une voie rapide le long des berges de la Seine. Et plutôt que d'être dans l'opposition, ils ont été dans la construction et ils ont imaginé un jardin en fait et une revégétalisation des berges de la Seine. L'idée, c'était d'amener du public, d'amener des gens, d'amener des usages. Et à partir de là, effectivement, on se pose la question différemment de la voie rapide le long des berges. Donc voilà, c'était une tactique en fait pour avancer sur ce projet. C'est l'idée d'une reconquête urbaine, mais qui passe aussi par des adaptations urbanistiques qui peuvent être extrêmement ponctuelles, par du mobilier qu'on rajoute sur une place, par exemple, qui était un peu désaffectée, ou ici, justement, augmenter les pistes cyclables, par exemple, ou augmenter l'espace sur les trottoirs. Pour vous qui promouvez ces solutions depuis assez longtemps, être en relation avec justement toutes ces associations de citoyens parfois qui s'organisent dans les villes pour essayer de regagner un peu l'espace, rendre la ville plus durable, est-ce que la crise du Covid va changer fondamentalement la donne dans les villes déjà françaises? Est-ce que vous pensez que c'est possible ou est-ce qu'on est juste sur un moment où, comme ici, on va faire plus de pistes cyclables à un moment et puis on va tout replier et puis on va repartir comme avant? Je crois que rien ne sera plus tout à fait comme avant. Ça, c'est vraiment très très clair. On sait que les crises, elles nous servent à changer de paradigme, à changer de braquet, mais aussi de façon de penser. Là, on voit en fait qu'il y a des villes qui se saisissent du Covid pour essayer de mettre en œuvre plus rapidement des projets qu'elles avaient en tête, des villes, des métropoles. Voilà, c'est le cas de Paris, mais c'est aussi le cas de la métropole, c'est le cas aussi des départements de première et de grande couronne, et c'est le cas de beaucoup de territoires. Donc l'idée, c'est vraiment essayer de tester grandeur nature en fait des projets qui sont dans les cartons depuis longtemps, mais avec des moyens temporaires, réversibles. Et ça, c'est vraiment important parce que y a un problème d'acceptabilité en fait de ces mesures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail, il y a beaucoup de gens qui sont en chômage technique. Donc, on a moins de déplacements aujourd'hui motorisés en région parisienne. Donc, on peut se permettre aussi de réserver plus de place au vélo. Demain, on ne sait pas si on va pouvoir le faire. Simplement, si effectivement le vélo change de braquet en termes de volume de déplacement, et bien peut-être que ça vaudra vraiment la peine de réserver sur toutes les voies principales de la région une file de circulation large pour des volumes de vélos importants. Petite question sur la perspective internationale. Est-ce que de la même façon que en France actuellement, certaines municipalités qui réadaptent la ville un peu rapidement et à grande vitesse après cette crise sanitaire, est-ce qu'il y a un exemple, par exemple, qu'on peut regarder à l'étranger d'adaptation à cette crise du Covid? En fait, ça ne m'arrête pas. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, j'aime bien citer l'exemple de Bogota. Bogota est une ville assez pauvre, c'est une ville de 8 millions d'habitants dans une métropole de 12 millions d'habitants. Elle a un système de transport qui est très déficient, insuffisant. C'est un système de bus en site propre qui s'appelle... Bon, j'ai un trou, mais voilà. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, depuis les années 90, voire même avant, sous forme associative depuis les années 70, tous les dimanches, en fait, ils ferment des voies à la circulation et ils les ouvrent en fait pour tous les autres usages, les piétons, les vélos, mais aussi simplement le fait de séjourner sur l'espace public. En fait, la ville devient un grand parc, les grands axes deviennent un grand parc. Il y a des centaines de milliers de gens, voire quelquefois des millions de gens certains week-ends. Et là, ils ont amplifié ça. Et voilà, et en s'appuyant en fait sur cette démarche, là, ils sont en train de pérenniser ces voies. Il y a déjà, je crois, 500 km de voies cyclables à Bogota. Et ils en ont rajouté 80 km de voies temporaires. Et voilà, ça fait boule de neige. Mais la question, c'est pas seulement les vélos, c'est aussi toute l'activité urbaine, en fait, qui aujourd'hui, parce que la voiture prend tellement de place, est oblitérée et ne peut pas s'exprimer, ne peut pas s'épanouir vraiment. Et dernière question, est-ce que finalement, ces adaptations ponctuelles de la ville, il n'y a pas le risque que finalement, elles remplacent des investissements plus importants, plus massifs, qui pourraient avoir plus d'impact sur la transformation de la ville et par exemple qu'elle remplace le fait que les villes, les municipalités, on est tous dans un contexte un peu austéritaire en ce moment et donc on va se dire qu'on va privilégier des petites adaptations plutôt que de faire des infrastructures plus grandes, éventuellement durables, et bien sûr durables, mais qui pourraient
changer, par exemple ici en région Île-de-France, vraiment faire en sorte que la vie soit aussi simplifiée pour les gens qui sont à l'extérieur de Paris intramuros, qui ont parfois des distances très importantes à faire. Oui, moi l'écueil je le vois pas là, parce qu'on a déjà ces grands projets, on a des projets de transport qui sont vraiment importants comme le Grand Paris Express, mais aussi le RERE, mais aussi les projets de tram ou de bus en site propre en région parisienne. Donc on est en train de préparer structurellement la région à un autre modèle. On a des projets urbains aussi qui se développent le long de ces axes de transport. Donc je crois qu'on a quand même beaucoup d'éléments. On est en train de faire évoluer la ville justement sur d'autres modèles, avec l'agriculture urbaine, avec aussi la réduction des consommations énergétiques, etc. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Donc je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Par contre, on n'a pas vraiment de plan d'ensemble en fait de la mobilité. On avait un plan de déplacement urbain qui est à l'échelle régionale, donc quand même assez macro, qui est obsolète depuis 2020. Donc on a vraiment besoin de mettre en place une stratégie de mobilité à l'échelle de la métropole et à l'échelle de la région le plus rapidement possible, en lien avec toutes les autres politiques, les politiques d'habitat, les politiques d'urbanisme, les politiques économiques. Donc vraiment, on a besoin d'articuler en fait davantage les stratégies. Sera l'occasion d'avancer dans tout ça, on l'espère. Merci Paul Lecroix. On rappelle ce livre, Les villes changent le monde, cahier de l'Institut Paris Région, qu'on peut trouver donc sur le site de l'Institut d'urbanisme Paris Région. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie, c'était un plaisir. Et c'est l'heure maintenant des déconfinotes. Tu m'entends ? Ouais, mais attends, c'est pas fini les confinotes. On avait dit aux gens qu'on arrêtait, on pourrait tenir nos promesses quand même. En plus, c'est pas dur à tenir. Bah oui, non, mais c'est pas les confinotes là, c'est une nouvelle émission, une toute nouvelle émission, parce que là on va déconfiner, donc il y a encore de la pandémie, il y a encore des stars, il y a encore des chansons, il y a encore des tribunes, il y a plein de trucs à faire. Ouais, mais c'est pareil que les confinotes en fait. Non, parce que j'ai changé le nom. Ah ouais, c'est comme quand le Front National est devenu le Rassemblement National, ça change tout en fait. Oui, ça va nous dédiaboliser un peu. Bon donc on va parler du déconfinement. Oui, parce que c'est toujours pas fini en fait le confinement pour certains. Par exemple, ils ont toujours pas ouvert les bars. Ah ouais, tu parles du secteur de l'hôtellerie-restauration. Oui voilà, l'hôtellerie-restauration, c'est vrai qu'il faut à manger aussi. Bon bah c'est un secteur qui pèse. En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie, ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. C'est vrai que pour beaucoup, un restaurant, bah c'était un rêve à réaliser. Oui, et puis un jour, t'ouvres la chambre froide et qu'est-ce que tu vois ? Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. C'est vrai que pour les restaurateurs, c'est très compliqué parce qu'ils ont dû fermer avant tout le monde et ils vont rouvrir après tout le monde, donc c'est un petit peu le cauchemar en cuisine. Non, c'est pas marrant parce que sur tous les plateaux où Etchebest il a été invité, ils ont fait la même blague. Vous avez une émission qui s'appelle Cauchemar en cuisine, on y est actuellement. En plein dedans, on est en plein cauchemar. Je pense à tous ces restaurateurs que j'ai aidés, qui étaient déjà en difficulté. Ils avaient peut-être une chance de s'en sortir après mon intervention, mais là je crois que c'est définitivement mort. Moi je sais, je regarde l'émission, bah je peux t'assurer que sans Etchebest, le secteur de la restauration il serait sinistré depuis longtemps, c'est évident. Ouais, lui il sauve les restaurateurs un par un depuis des années, et là bam, grosse crise, et bah du coup il va gueuler à la télé. On est dans la merde. C'est clair, on est tous dans la merde. Alors il va falloir qu'on s'en sorte tous collectivement, on va pas se mentir, ça va passer par beaucoup de travail et beaucoup d'efforts. Et j'espère que les Français sont prêts à faire ces efforts-là. Ça va être nécessaire. Ah merde! Mais on dirait que ce patron de restaurant étoilé est de droite. Ouais, ça date de juste avant le confinement. Déjà, il râlait, mais déjà, il avait des solutions. C'était très convaincant parce qu'il tapait dans ses poings comme ça. Alors merde, s'il faut qu'on travaille 2 heures de plus, hein, ça va pas nous faire mourir, ça. Je pense pas. Non mais ça fait peur là, on dirait que si ces employés font pas 2 heures de plus, ils vont s'en prendre une. Bonjour monsieur Etchebest. En me basant sur ce qui reste du code du travail ainsi que sur la convention collective de la restauration, je vous informe que j'ai pas trop envie de travailler 2 heures de plus par jour et de faire des services de 10 heures. Oh merde! Oh c'est con ça! Etchebest a participé à la création de Resto Ensemble, un regroupement de restaurateurs qui voulait peser sur les décisions du gouvernement, et vu qu'Etchebest il est bon à la télé, bah c'est lui qui est allé porter cette parole patronale sur les plateaux. Ouais, et à chaque plateau, ils ont refait la blague sur « c'est le cauchemar en cuisine ». C'est un cauchemar. C'est un cauchemar Alors, c'est pas un cauchemar, oui, mais... Dans cette intervention à la fin du mois d'avril, Etchebest demandait la garantie de l'État pour faire payer les assureurs, et comme tous les patrons, eh ben, il avait l'argument du chantage à l'emploi. De cette manière, ça permettra d'éviter une véritable hécatombe, faut le dire.
et on sauvera énormément d'emplois. Donc, comme tous les syndicats patronaux, ils sont allés chouiner auprès de Macron, Macron les a reçus, par contre il les a un peu calmés. Ce qu'on est en train de faire collectivement, et ce que vous acceptez quand même tous gaiement depuis le début de cette crise, c'est une nationalisation des salaires, des charges et le reste. Donc je veux bien que l'État soit pas joli à voir quand il s'agit de monter au capital, mais l'État, vous faites tous appel à lui quand il faut payer tout le reste. Comment il leur parle mal, il a un ton de papa en mode « Dis donc, qui c'est qui fait bouillir la marmite? Qui c'est qui paye les factures ici? C'est pas Versailles? On n'est pas à l'hôtel? Moi de mon temps, à Noël, on avait une orange !» Ouais, puis il leur dit que s'ils sont pas contents, eh ben sachez que c'est pire ailleurs. J'aime la liberté comme vous, mais faut toujours se souvenir, et faudra s'en souvenir le jour d'après, que cette liberté, il est bon de l'exercer dans un pays comme la France, où il y a un État fort, et où on arrive collectivement à financer tout ce qu'on se dit. Bah vas-y, va y habiter chez Kevin qui peut jouer à la PlayStation jusqu'à minuit. On va voir si tu seras pas fatigué le lendemain à l'école et si tu vas pas revenir ici pour l'argent de poche. Après ça, Etchebest est quand même retourné sur les plateaux au moment du déconfinement pour se plaindre. Il précise que le secteur allait déjà pas bien avant la crise. C'était lié aussi aux mouvements sociaux qu'on a subis depuis 1 an et demi. Et de ce fait... Bonjour monsieur Etchebest, c'est encore moi. Je souhaite faire valoir mon droit de grève suite à la mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, car je ne suis pas trop d'accord avec cette réforme. Oh merde! Oh, c'est con ça! Mais rassurez-vous, papa Macron l'a quand même bien calmé, Etchebest. Il a compris la leçon. Je pense sincèrement que l'État fait sa part de travail et déjà avec la prise en charge du chômage partiel qui va durer et qui va coûter... Donc tout est bien qui finit bien, il critique plus Macron, il se plaint des mouvements sociaux et il va falloir travailler plus. Tout est rentré dans l'ordre. Moi je suis déçu, hein. Je l'aimais bien Etchebest, mais comme quoi, tous les patrons médiatiques de restaurants étoilés sont pas de gauche. Bah voilà, c'est la morale de cette histoire. Voilà, vous allez pouvoir retrouver ce tout nouveau format le mercredi et le vendredi dans À l'air libre et sur le compte YouTube de Mediapart. Et puis on va aussi reprendre en vrai les tournages d'Ouvrez les guillemets, c'est toujours le lundi, mais en attendant on se retrouve vendredi. Eh bah non, parce que à Mediapart ils font le pont, il n'y a pas À l'air libre vendredi, donc il n'y a pas de déconfinote. Ah bah bravo, bah c'est pas comme ça qu'on va relancer l'économie. Avec un personnel de merde, il a foutu dans la merde. Merci de nous avoir suivis. À l'air libre, c'est fini et l'émission revient lundi. Mathieu, à lundi donc. À lundi, bon week-end. Et tu seras avec Mathilde Gohanec. Je vous rappelle notre adresse, alairlibre@mediapart.fr. N'hésitez pas à nous écrire et à partager l'émission qui est en accès libre. Bonne soirée à toutes et à tous.